On ne peut pas demander à un secteur qui n'a pas d'argent d'innover. Ça n'existe pas, ça. Donc, et quand on voit encore une fois ce que gagne le secteur agricole au regard de ce qu'on dépense, l'autre jour, j'ai fait un petit calcul, rien qui vous amusera. Les Français dépensent aujourd'hui 2 fois plus d'argent en cigarettes qu'en produits bio. Le produit bio, c'est 12 milliards d'euros. En France, les cigarettes, c'est 25. Bon. Donc je pense qu'il y a de la marge pour mieux manger en améliorant sa santé, etc. Je pense que ce n'est pas avant tout un problème économique si le consensus social, encore une fois, est là. Si on poursuit avec Marie Pochon. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup pour votre présence. Votre rapport documenté et belle année à vous. Vous le dites, l'agriculture française est fortement dépendante des énergies fossiles, des engrais azotés, contrainte dans des jeux de compétitivité liés aux accords de libre-échange, la course au bas prix, contrainte aussi par sa vulnérabilité face au changement climatique. Pour autant, et vous le dites aussi, c'est bien dans notre modèle agricole ou dans la transformation de celui-ci que se nichent la plupart des solutions pour contribuer à la neutralité carbone et à notre capacité à nous nourrir demain. Nous devons faire des choix politiques, le choix des dépendances et des contraintes ou celui de l'autonomie et de la souveraineté. Dans votre présentation, vous nous avez parlé de la substitution énergétique qui s'était opérée dans les années 60, mettant fin à l'interdépendance des filières végétales et animales et au système de polyculture-élevage généralisé jusqu'alors. Nourrir le sol, nourrir les plantes pour se nourrir. Peu à peu, ce bon sens paysan a laissé place à la surspécialisation, l'agrandissement, la modernisation, renforçant de fait les dépendances. Venant de Chine, du Maroc ou des États-Unis, pour 70% d'entre eux, les engrais minéraux de synthèse ont pris le pas sur les engrais de ferme. Nous sommes entrés dans l'ère d'une agriculture mondialisée qui ne profite souvent ni aux agriculteurs et à leurs revenus, ni aux consommateurs, ni à la qualité des produits, ni à la santé des sols, ni au climat. Vous nous dites possible, souhaité et souhaitable d'agir sur des pratiques de fertilisation en réduisant leur usage, en relocalisant et décarbonant leur production, de favoriser les élevages extensifs, pastoraux ou herbagers, économes et autonomes, de favoriser les pratiques agroécologiques moins intensives en énergie, de préserver les prairies permanentes, les couverts végétaux, de développer les légumineuses. Pour aller vers ces évolutions, vous préconisez de garantir une sécurité économique des agriculteurs en sécurisant leurs revenus et en travaillant sur des filières et des marchés rémunérateurs. Toutes ces propositions, nous les avons portées et débattues dans cette Assemblée. Toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de main au nom du poids des injonctions, tout en en ajoutant en matière de compétitivité, de poids du marché et de dépendance internationale, tout en refusant nos propositions pour des prix rémunérateurs. Concrètement, au-delà du fait que la grande majorité des agriculteurs, comme vous le montrez, seraient évidemment prêts à transformer leur modèle s'ils y étaient accompagnés, quelles sont vos propositions concrètes sur la structuration des exploitations dans cette optique, mais également sur le soutien effectif des politiques publiques à l'élevage extensif face à la concentration des cheptels, et enfin sur les moyens d'arriver à des prix rémunérateurs pour ceux qui nous nourrissent. Je vous remercie. Merci, je vous donne la parole pour répondre à ces questions. Alors, un premier élément de réponse. Je suis désolé de m'inscrire un peu en faux de ce que vous avez dit, mais la mondialisation a terriblement profité aux consommateurs. C'est bien pour ça qu'elle a pris place. Elle a également terriblement profité... les combustibles fossiles ont terriblement profité à la productivité côté agricole. Il faut savoir qu'en 2 siècles, la productivité par agriculteur a été multipliée par un facteur de l'ordre de 200. 200, hein, on n'est pas en train de parler de 3% d'augmentation. Il y a 2 siècles, les 2 tiers de la population française étaient au champ. Agricole. Et avec ça, les gens mangeaient 5 fois moins de viande qu'aujourd'hui, par personne et par an. Le prix réel des produits agricoles, mon petit calcul, c'est qu'en 1 siècle, il a été divisé par 30 à 50. Je parle bien des prix agricoles. Et tout ça, c'est les combustibles fossiles qui nous ont amenés. C'est bien pour ça que c'est si difficile de s'en passer. C'est parce qu'il y a quand même des gros avantages liés à cette arrivée. Donc la mondialisation, elle est aujourd'hui partout dans le système agricole, puisque nous ne produisons pas de gaz en France. Et dès qu'on utilise un engrais azoté, on utilise du gaz. Nous ne produisons plus de minerais de fer en France et nous n'avons pas de charbon métallurgique. Et dès qu'on a une pièce de tracteur en métal, c'est-à-dire quand même beaucoup de tracteurs, on bénéficie de la mondialisation. Donc en fait, il faut bien voir que la mondialisation, elle est absolument partout aujourd'hui dans nos processus productifs. Elle n'est pas juste dans les produits terminés. Elle est à toutes les étapes du processus. On baigne dans une économie aujourd'hui qui est devenue totalement interdépendante et on serait incapable d'en sortir demain matin sans effondrement du système. Je ne suis pas en train de faire le chantre de
la grande mondialisation ouverte. Pour celles et ceux qui connaissent mes positions, vous savez que c'est pas ça. C'est juste la réalité physique qu'on observe aujourd'hui. C'est bien pour ça que le système n'est pas si simple à détricoter. Tout à l'heure, dans les dépendances au pétrole qui ont été évoquées par Laure, il y en a une que je vais rajouter, c'est la dépendance aval aux exploitations. Vous ne le savez peut-être pas, mais en France, vous avez entre un camion sur 4 et un camion sur 3 qui transportent un truc qui se mange. Donc en fait, la dépendance au pétrole du système, elle n'est pas juste dans les exploitations et elle n'est pas non plus juste à l'amont des exploitations, elle est aussi très fortement à l'aval des exploitations. Et c'est bien l'apparition de tous ces transports faciles et pas chers qui ont permis la spécialisation des zones agricoles et qui aujourd'hui sont indispensables pour que les villes mangent. On s'en est rendu compte pendant le Covid, si demain matin les camions disparaissent, les villes meurent de faim. Voilà. Donc la dépendance, elle est partout. C'est bien ça le problème. Voilà. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive. C'est bien ça notre question. Hein, comment est-ce qu'on arrive à détricoter le système partiellement, de telle sorte qu'on en garde l'essentiel de ce qu'on peut avoir comme avantage, tout en supprimant les inconvénients. Et évidemment, comme vous pouvez vous en douter, c'est un problème qui est pas si simple. Si c'était si facile, il y a longtemps que ça serait fait. J'ai envie de dire. Voilà. Sur les quelques questions plus précises, je vais laisser mes deux collègues répondre. Sur les prix, on en a déjà parlé. Alors encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'entrée économique à ce stade dans notre rapport. Philosophiquement, on le dit ou on le répète partout, c'est évident que on peut pas. Moi, je l'ai dit, on peut pas demander à un secteur qui n'a pas d'argent d'innover. Ça n'existe pas, ça. Donc, et quand on voit encore une fois ce que gagne le secteur agricole au regard de ce qu'on dépense. L'autre jour, j'ai fait un petit calcul, rien qui vous amusera. Les Français dépensent aujourd'hui 2 fois plus d'argent en cigarettes qu'en produits bio. D'accord, le produit bio, c'est 12 milliards d'euros. En France, les cigarettes, c'est 25. Bon. Donc je pense qu'il y a de la marge pour mieux manger en améliorant sa santé, etc. Je pense que ce n'est pas avant tout un problème économique si le consensus social, encore une fois, est là. Je vais répondre sur la partie structuration des exploitations. En fait, c'est un sujet sur lequel on n'a pas trouvé de réponse technique en tant que tel, c'est-à-dire que comme on est rentré par les questions physiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre par hectare, qu'est-ce qui en sort, quelles sont les pratiques mises en œuvre concrètement, combien de kilomètres de haies, etc. Enfin, voilà, on est vraiment rentré sur on a vraiment travaillé le sujet sur ces entrées-là, qui plus est une échelle macro qui est l'échelle française hexagonale, et donc on n'est pas descendu à une échelle territoriale et encore moins à l'échelle des fermes en tant que telles. Et donc, on n'a pas de réponse à donner entre est-ce qu'il faut que les fermes elles fassent 10 000 hectares ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elles fassent 10 hectares. Par contre, on sait que, quelle que soit la taille de ces fermes, il faut qu'elles soient moins dépendantes des énergies fossiles, il faut que les cheptels réduisent un peu, il faut qu'il y ait beaucoup plus de légumineuses dans les assolements, il faut qu'il y ait des couverts végétaux, des pratiques d'agriculture de conservation, etc. Et donc, voilà, le côté technique ne nous permet hélas pas de répondre sur qu'est-ce que la taille optimale des fermes. Et on pense que c'est plutôt un choix de société auquel vous avez plus vocation à répondre que nous. Merci. Donc, on poursuit avec Hubert Hott. Ah, pardon, allez-y. C'est pas long, hein, la lecture de la réponse à la grande consultation. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite vraiment à regarder les résultats. Il y a 12 ou 15 pages. C'est super intéressant, vraiment.